Allô? 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 Gaga gougou. J'aime pas les frites. Salle Radio actuellement dans la galerie de l'école avec le buvard Michel Vézina et Pauline Gonzalo. Du coup, qu'est-ce que le buvard? Qu'est-ce que c'est? Le buvard, au départ, c'est une librairie ambulante qui circule sur les routes du Québec et de la France pour amener la littérature là où il n'y en a pas ou peu. C'est une librairie qui a été fondée par Michel Vézina. Par moi-même, donc. C'est mon nom. C'est moi. C'est toi. Et au départ, en fait, le contenu de la librairie était principalement... La librairie était principalement constituée de titres de littérature québécoise. Donc, avec une bonne prédisposition à la poésie, parce que la poésie québécoise est en pleine effervescence depuis quelques années. Et petit à petit, la librairie est d'abord passée par une volonté de... En fait, la librairie s'est spécialisée aussi en édition indépendante, en micro-édition. Donc, c'était littérature québécoise et édition indépendante, micro-édition. Et il y a à peu près un an, on s'est dit que c'est cool la micro-édition, on peut peut-être en faire nous aussi. On a commencé à en faire de manière assez... qu'on appelait... en fait, c'est la première collection qu'on a créée qui s'appelait In Situ, parce que les livres qu'on créait étaient créés dans des cadres un peu comme en art visuel, donc in situ. On arrivait sur un lieu et pendant une période très courte, on réalisait un livre. Au départ, c'était principalement dans des festivals. On s'installait, il y en a un carrément qu'on a fait en 24 heures. On est arrivé en fin d'après-midi, on s'est installé, on a mis une table dehors avec des crayons, des papiers, et les gens se sont mis à écrire, à dessiner. Le lendemain matin, on a fait la mise en page. Le lendemain après-midi, l'après-midi même de la mise en page, on a imprimé, et en après-midi, on a fait un atelier de reliure et on lançait le livre à quelques minutes près, à 24 heures de notre arrivée. Donc ça, on en a fait de plus en plus, et à un moment donné, on s'est mis à en faire dans des cadres un peu plus professionnels. Ah, c'est pas que c'est plus professionnel. Les premiers se rapprochent plus de la performance artistique, tandis que les deux autres collections qu'on est en train de développer en ce moment, qui sont une collection d'essais qui s'appelle Tracé plat et une collection de littérature qui s'appelle Second Souffle. Ouais. Ces deux-là demandent à être réalisés sur des temps longs pour travailler plus en profondeur les propositions des auteurs, pour plus travailler le texte et mieux le sublimer, en fait. Et là, la ligne éditoriale, en fait, dans la collection In Situ, ce qu'on fait déjà depuis un petit moment, un an, mettons, c'est qu'on fait travailler les auteurs autour de la question du réel, de la consignation, de la transcription du réel, ou tout au moins sur une volonté de la littérature de se sortir du nombril, de se sortir du jeu, de se sortir du « je me sens comme ceci, je me sens comme cela ». Et là, je suis très ironique dans ma manière de le dire. On est à la radio et je spécifie que je suis volontairement ironique, c'est pas un hasard. On n'en peut plus de ces livres qui ne font que sublimer l'espèce d'individualisme de notre époque, qui ne parlent que du bien-être ou du mal-être. D'auteurs qui veulent absolument exister dans le monde et qui s'accordent à notre sens beaucoup trop d'importance, en fait. Oui, ils sont pas capables en fait, ils ont absolument besoin d'exister, comme Pauline vient de le dire. Donc, ils écrivent leur propre histoire. Ils se créent l'autobiographie que personne n'écrira. Voilà. La biographie que personne n'écrira, donc qui devient une autobiographie. Et c'est pas ce rapport au monde qui nous intéresse. Nous, on valorise un rapport au monde beaucoup plus sensible, quelque part, parce que il est plus ouvert sur l'autre. Et même en étant centré sur soi, c'est au moins être conscient de soi dans le monde. Oui, puis être capable de reconnaître aussi le monde dans lequel on vit. Moi, une question que je me pose souvent et que je pose souvent aux gens que je rencontre qui défendent une certaine écriture du jeu ou une certaine écriture nombriliste, c'est de dire, oui, mais dans quelques siècles, quand les anthropologues ou les historiens de l'art s'intéresseront à notre époque,
et qui verront que tout le monde n'a écrit que sur soi-même, a écrit sa propre autobiographie, qu'est-ce qu'ils auront à dire de notre époque? S'il y a personne qui l'a décrit, cette époque-là, qui la consigne, qui la... Et là, je parle pas juste de... C'est très significatif, d'ailleurs, cette posture de l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Alors, dans les éditions du Buvard, il y a deux, même si on se rejoint parfaitement de ce point de vue-là, les deux fondateurs, Pauline et moi, on vient de deux univers complètement différents. Même si Pauline est aussi une auteure, aussi une artiste, dessinatrice, musicienne, moi je suis aussi musicien, mais je suis pas un chercheur. Pauline est docteur en sociologie, moi je suis un écrivain. Donc nos rapports à ce réel-là sont très... même s'ils se retrouvent, évidemment, qu'ils se rejoignent et qu'ils se retrouvent, ils viennent... très complémentaires. Ouais, ils viennent d'horizons assez... sans être opposés, assez loin l'un de l'autre, pour se retrouver dans la volonté qu'on a avec les éditions du Buvard, donc de créer cette littérature du réel. Et ce que j'aimerais savoir, c'est comment ça fonctionne, le Buvard, au niveau des financements, des déplacements, parce que vous, comme vous le disiez tout à l'heure, vous avez besoin de temps quand même pour pouvoir faire vos éditions, pour rassembler des écrits, etc. Donc comment vous vivez en fait grâce à ça? On rigole parce que évidemment avec une démarche comme celle-là, on gagne pas d'argent. Le Buvard, c'est une association. Nous, on est bénévoles de l'association. Donc tout l'argent qui rentre, il va sur le compte du Buvard et il nous permet de nous défrayer. Ouais. Voilà. Et quand je dis tout l'argent qui rentre, c'est plus pour désigner l'ensemble des euros qui rentrent plutôt que désigner une grosse masse d'argent. Et ça, c'est un problème. On n'a aucune... pour l'instant, je vais vous donner un exemple. L'exemple de la tournée de cet été, c'est la librairie, donc c'est la vente de livres, principalement, qui fait vivre le Buvard. Il y a des contextes comme celui ici à l'ESSAD ou celui la semaine dernière à la fac à Valenciennes, où on est embauché pour donner cet atelier-là, mais de manière générale, c'est les ventes de livres qui nous permettent de subsister. Cet été, on était en tournée au Québec, on a fait 6 semaines de tournée dans une région qui s'appelle la Gaspésie. Pardon. Il y a énormément de tourisme. Ouais, ça a été le flip tout l'été. Parce qu'on savait jamais si on allait être capable de mettre de l'essence dans la bagnole pour se rendre au prochain endroit. On savait jamais si on allait avoir assez de sous pour bouffer le lendemain. Et pendant 6 semaines, on a fait cette tournée-là pour arriver, mais en flippant tous les jours, quoi. Pour arriver au bout, en ayant mangé 3 fois par jour, en ayant mis du fuel dans la camionnette à tous les jours, ou en tout cas quand il fallait. Puis on est revenu avec quelques centaines de dollars de profit, entre guillemets. Qui servait à régler des factures. Voilà. Qui nous attendaient au retour à la maison. Et ça, ça équivalait environ à 50 $ par semaine chacun de profit. Donc on peut pas vivre avec ça. On peut survivre. On peut survivre, mais on n'arrive pas à vivre encore de ça. On est obligé de se demander à tous les jours comment on va faire pour payer la bouffe demain, pour mettre du pétrole dans le camion pour se rendre au prochain endroit. C'est assez dur, hein, comme mode de vie. C'est voilà. J'aimerais savoir quand est-ce que ça a été créé, le Buvard, et quelles sont vos attentes, si vous avez envie de certains changements, que ce soit au sein même de l'asso ou alors par rapport à vos interactions avec les différentes personnes que vous rencontrez sur la route. Le Buvard existe depuis le printemps 2015 en tant que librairie ambulante. Existe en tant qu'éditeur depuis 1 an à peu près. Là, un petit peu plus d'un an. 15 mois, quelque chose comme ça, on n'a pas compté. Et donc vous êtes 2? 2. Oui, on est. Enfin, on est 2. Dans l'asso, il y a des membres non participants, mettons, il y a des membres de soutien. Le président, entre autres, il ne nous suit pas sur la route tous les jours, il ne vend pas de livres, mais il est indispensable à la survie de l'asso. C'est un pote à nous qui s'occupe de recevoir le courrier, qui est beaucoup plus stable que nous. Qui est plus dans l'administratif. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est vraiment indispensable, parce que nous, on est vraiment dans le temps présent, on est submergé par le présent.
Et donc il faut quelqu'un qui garde la tête froide et c'est son cas. Ouais. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, quelles sont Est-ce nos... qu'il y a des perspectives d'avenir? Nous, notre souhait le plus profond par rapport au Buvard, c'est de développer les éditions, de développer les 2 collections dont on a parlé tout à l'heure, donc Tracé Plat et In Situ, et toujours... Et Second Souffle. J'ai dit In Situ, pardon, Ouais. c'est Second Souffle, et toujours en ayant en tête que ce qui nous intéresse, c'est la consignation du réel, et qui ce souci du regard affûté sur le monde dans lequel on vit. Et l'organisation, plus de point de vue plus pratique, on continue de vouloir faire des créations comme on fait ici cette semaine à l'ESSAD, donc de vouloir travailler avec d'autres artistes, avec des étudiants, pour créer des livres in situ. On continue donc de travailler avec des auteurs uniques pour créer les 2 autres collections dont Pauline parlait tout à l'heure. Et la librairie continue de fonctionner puisque c'est aussi notre manière de gagner notre croûte. Le mois de décembre, donc à partir de la semaine prochaine, on se retrouve en Bretagne et on fait marché de Noël sur le marché de Noël en espérant vendre le plus de livres possible pour pouvoir passer au moins 2 semaines en vacances pendant les fêtes. Oui, sachant que comme on est une maison d'édition indépendante, notre seul moyen de diffusion, c'est aussi le Buvard. Voilà. On n'est pas distribué, on n'est pas diffusé par aucun grand groupe. Donc on se débrouille à valoriser nos créations et ça se passe essentiellement via les réseaux sociaux et puis nos présences dans des petits villages, sur des petits marchés, dans des cafés associatifs, quand on fait des concerts, parce qu'on a aussi un duo qui s'appelle Ouida, et à chaque fois qu'on fait des spectacles tous les 2, on sort quelques caisses de livres du Buvard. Donc on arrive comme ça, oui, c'est ça, c'est d'essayer de... Bon, je vais répondre en plus à 2 questions en même temps. Comment on arrive à vivre, c'est le plus... On est à l'affût tout le temps des lieux ou des occasions pour sortir nos caisses de livres en se disant que même si on en vend 3-4, ben, ça nous permet de bouffer le lendemain. Oui, par exemple, on a fait des soirées slam au Québec, à Rimouski, où on a passé un coup de fil au patron quand on a vu qu'il organisait des soirées slam. Il y avait une soirée slam politique où il invitait des politiciens à faire des slams de 3 minutes maximum pour défendre leurs idées, ce qui était un concept vraiment génial. Il faisait ça en première partie de soirée, en deuxième partie, c'était ouvert au public. Et nous, on l'a appelé en disant ouais, est-ce qu'on peut venir installer un petit bout de librairie dans un petit coin du bar et puis on en profitera pour faire un morceau. Un morceau sur scène. Et il était ravi de notre présence, et puis ça s'est super bien passé. Ça a été improvisé un petit peu à la dernière minute. On l'a appelé 2-3 jours avant. Ouais, à peu près, oui. Et puis ça s'est tellement bien passé qu'on est revenu 2 semaines plus tard pour une autre slam soirée. conte, où nous aussi on va sur scène, et puis généralement ça se passe super bien, ça plaît au public, et puis ça nous permet de valoriser un peu le travail qu'on fait. Donc, on ne sait pas exactement combien de temps ça va tenir, tout ça, mais c'est sûr que pour l'instant, on est vraiment dans une phase de développement. On a plein d'idées encore pour développer nos activités, pour faire en sorte qu'il puisse y avoir des sous qui rentrent de nos activités. Et on y va un peu à la comment dire, on suit le flow. À l'instant. On suit le flow à l'instant. Après, les perspectives d'avenir... Je pense qu'on verra comment ça va se développer. On va peut-être se retrouver dans quelques mois, dans 1 an, dans quelques années, à être obligé de se trouver des boulots fixes pour gagner notre vie, puis faire ça en à côté, en hobby. J'espère que non, mais en même temps, si c'est ça, ben ce sera ça. Hein? On commencera pas à... On changera pas le monde à nous 2. Non. On a beau essayer, on a nos limites. Mais on veut effectivement changer le monde. Mais vous avez l'envie en fait de répandre ça, et du coup c'est un des moyens que vous utilisez pour le faire, la librairie. Oui. Oui, voilà, exact. Ok. Vous disiez du coup que vous venez tous les 2 d'univers quand même assez différents. Du coup j'aimerais me poser des questions, Michel, et ensuite en poser à toi, Pauline. Du coup Michel, comment t'es arrivé là où t'es actuellement, enfin comment t'en es arrivé à fonder le Buvard? C'est quoi ton parcours? Parce que de base, il y a des personnes qui te connaissent pour avoir été clown avec les Berruriers Noirs.
Donc, explique-nous. Ben, je suis un vieux monsieur déjà, donc je pourrais pas tout vous raconter, mais ça va prendre la journée. Mais en gros, oui, je viens de la scène. En fait, j'ai une vie à plusieurs tentacules. Il y a une vie académique, d'études en histoire de l'art. Et ça, en parallèle, pour gagner ma vie, ben, je faisais du spectacle comme technicien, régisseur. J'étais fan de rock et de punk dans les années 70-80. Et écrire, pour moi, ça a toujours été une des choses que je voulais faire dans la vie. Donc ça, c'est les 4 grandes bases, les 4 grands traits. Et puis en avançant, après, ben tu le vois d'un à l'autre. À un moment donné, parce qu'il y a un pote qui est étudiant en littérature à la fac et qui a une émission de radio à Montréal dans une université anglophone, et qu'à ce moment-là, on est quelques-uns à faire la promotion du rock en français. On appelle l'émission Because French is Beautiful. Puis on fait passer des groupes de rock français, des groupes punk français des années 80. Et en parallèle, on demande en ondes aux petits groupes de Montréal de l'époque, ben, si vous chantez en français, nous, ça nous intéresse, envoyez-nous votre démo, votre cassette, on va la faire jouer en ondes. Et puis, petit à petit, cette émission-là nous fait gagner en popularité dans les milieux alternatifs de Montréal. Et on monte une asso pour organiser des concerts. Et puis, à un moment donné, on se rend compte qu'on peut faire venir au Québec des groupes français, dont les Bérus, le Vig au départ, et Porte-Manteau à l'époque, pour faire des tournées avec ces groupes-là et les petits groupes de Montréal qui chantent en français. Donc, tout ça fait en sorte qu'à un moment donné, les Bérus débarquent à Montréal. On s'entend super bien. Ils me demandent si je vais embarquer avec eux. Donc, moi, je déboule à Paris, j'embarque avec eux. Je suis 2 ans avec le groupe, les 2 dernières années du groupe. Et après, c'est tout ça qui s'enchaîne. Et l'écriture est toujours au centre de tout ça. Et donc, j'ai écrit une 15aine de bouquins, j'ai monté une maison d'édition, j'ai été chroniqueur littéraire dans des journaux à la radio au Québec, et j'ai monté une maison d'édition qui s'appelait Coup de tête à l'époque. Et voilà, puis à un moment donné, en 2012-2013, tout ça m'a écœuré, tout ça étant le marché. Tu vois, le marché du livre, la commercialisation à outrance. On a dit tout à l'heure que pour gagner notre vie, il fallait vendre des livres. Tu vois, j'ai pas de problème avec ça. Mais faire des livres juste pour faire rouler une économie, ou faire profiter à une... On ne fait pas des livres à n'importe quel prix. Voilà, c'est ça. Donc pourquoi démarrer ça en indépendant, en autoproduction, relié à la main? Parce que j'ai envie de croire encore, à 59 ans, que c'est possible de faire des choses à une échelle plus petite. De faire des choses selon un modèle ou sur un modèle qui n'est pas celui de l'industrie ou du capitalisme. Qu'on peut arriver... J'ai rien contre le commerce, la preuve. Encore aujourd'hui, je suis obligé de vendre des livres pour gagner ma croûte. Mais j'en ai contre l'organisation industrielle du monde de l'art. J'en ai contre le fait qu'à un moment donné de la chaîne du livre, il n'y a aucune différence entre un bouquin et une paire de chaussettes. Le commercial qui prend le bouquin entre ses mains et qui le place dans les tablettes des grandes librairies ou des grandes surfaces, c'est un commercial qui, à l'école, a appris à vendre, point. Donc, c'est tant mieux, hein. Je veux dire, si le marché, le monde entier fonctionne sur ces paramètres-là, ben le monde, il a qu'à s'écrouler lui-même. Moi, ça m'intéresse pas, donc je préfère faire des livres à la main, les tirer à 50 exemplaires, les vendre à 10 balles chacun, en espérant tous les vendre, puis le jour où ils sont tous vendus, on décide à 2, on les réimprime, on les recoue, on jette pas de livres, on garde pas de stock, on est à l'inverse de ce que le capitalisme propose comme fonctionnement économique. C'est ce que je disais, quand je disais qu'on faisait pas des livres à n'importe quel prix, c'est-à-dire que nous, on va pas commander un nombre faramineux de livres à éditer chez un imprimeur, pour avoir un coût par produit qui soit le plus bas possible. Ça, c'est un calcul, on aurait très bien pu le faire, on gagnerait beaucoup mieux notre vie comme ça, sauf que ça nous retourne les tripes, en fait, cette manière de voir les choses. Donc, quitte à vivre pauvrement, nous, c'est comme ça qu'on décide de faire les choses. Et, d'ailleurs, puisque Pauline t'intervient, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ?
Ça vient du fait qu'on a comme tu disais tout à l'heure, comment t'as dit, des compétences tentaculaires. Ouais. On s'intéresse tous les deux à l'art, à la création artistique, à nous-mêmes créer, parce que je suis dessinatrice et musicienne, et comme à la posture intellectuelle. Donc on a tous les deux des sensibilités à la sociologie, à la psychologie, à la psychosociologie, évidemment, à des à la politique, à la philo. À des niveaux différents, et forcément quand on s'est rencontrés, ça a tout de suite créé une affinité, et puis avec le Buvard on a voulu aller plus loin dans nos créations. Et on était avant de travailler ensemble, on a longtemps été en contact. On s'écrivait, on se rencontrait quand moi je venais en France, on discutait, notre relation a toujours été très riche en échange. Et à un moment donné, c'est devenu, ça a coulé de source que de commencer à faire des choses ensemble. Donc, voilà. Et toi d'ailleurs, Pauline, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours et nous expliquer, parce qu'il y a certains de nos auditeurs, je pense, qui sont assez étonnés de savoir qu'avec un doctorat en sociologie, tu te retrouves à choisir de vivre comme tu vis aujourd'hui. Du coup, si tu pourrais nous parler de ton parcours et nous expliquer ça, et ensuite si vous avez éventuellement chacun des projets d'avenir indépendants en plus du Buvard. Je pense que mon parcours, il commence quand j'avais 11 ans, où j'ai eu ma première guitare. Je suis tombée dans la marmite du métal quand j'étais petite, et je voulais absolument jouer de la batterie au départ, et j'ai pas pu parce que la maison était trop petite, et puis une batterie ça coûte un bras, tandis qu'une guitare ça coûte un doigt. Donc j'ai commencé par avoir une guitare. Et puis elle m'a jamais lâchée, j'ai toujours été très passionnée par le métal. Et elle en joue très bien d'ailleurs. Merci. Et puis par l'écriture aussi, j'ai toujours beaucoup écrit pour m'aider à réfléchir. Ça m'aidait beaucoup. Je me souviens quand j'étais préadolescente à coucher les idées pour mieux les percevoir et mieux comprendre, mieux avancer. Et puis le dessin, pareil, en parallèle, parce que dans ma famille, il y a une grosse sensibilité à l'art visuel et aux arts graphiques, et donc j'ai baigné dedans en fait toute ma jeunesse. Et donc toutes ces pratiques me constituent pleinement en fait dès le départ. Ensuite, mon parcours, il se poursuit quand j'ai eu mon bac. J'ai fait des études de sociaux, donc jusqu'au doctorat, j'ai un bac +8. Et après, ta question, c'était le rapport avec ce mode de vie. Pourquoi, avec un doctorat aujourd'hui, tu te retrouves à faire... Ouais. À vivre dans un camion, quoi. Enfin, on ne sait pas pourquoi elle finit par vivre dans un camion avec un doctorat. Pourquoi genre, c'est quoi cette dégringolade, quoi? Non, c'est... tu devrais être prof de fac et tu finis par vivre dans un camion comme une pieuse. Pourquoi tu choisis justement de vivre comme ça, alors que si tu c'est pas un choix. Franchement, honnêtement, c'est pas un choix. Si j'avais pu être prof de fac, je serais prof de fac. Moi, je suis passionnée par la recherche en sociaux. Mon ambition, c'était celle-là. Dès la première année en sociaux, j'ai visité la bibliothèque de la fac. J'en suis tombée complètement amoureuse. J'ai adoré ça, et j'aurais aimé faire partie de ces gens-là qui modestement apportent leur pierre au grand édifice de la science. Vraiment, ça, c'était mon ambition professionnelle. Il se trouve que il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Il y a des politiques aussi qui se mettent en place dans les universités, qui valorisent pas forcément les travaux qui mériteraient le plus de lettres, à mon sens. Les jeux de coulisses aussi. Il y a tout, oui, voilà, mais c'est toujours des jeux de politique et des jeux de pouvoir aussi, comme dans toutes les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, c'est exactement pareil. Et puis après, voilà, moi j'avais un sujet de travail qui n'était pas forcément des plus intéressants en termes comment on dit, de rentabilité. Ça se paye pas, en fait, ce genre de travail. Voilà. Et je sais pas, je me souviens plus de la question encore. Pardon. Le rapport avec ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Comment je le vois en fait. Moi, je vois l'édition comme étant une suite logique de la sociologie. Toujours pareil dans cette question de qu'est-ce qu'on fait là en tant qu'humain, comment est-ce qu'on vit ensemble. Et je pense que la posture d'un artiste et la posture d'un chercheur, du moins en sociaux,
est fondamentalement la même. C'est toujours d'avoir les yeux grands ouverts et de se laisser surprendre, de mettre ses préjugés de côté pour observer ce qui se passe et en rendre compte. La grande différence, ça va être que les scientifiques vont en rendre compte avec des outils qui sont très formels, tandis que les artistes ont une forme de liberté bien plus grande et ils vont tout de même en rendre compte, mais de manière plus sensible. Okay. Et moi, dans mon parcours aujourd'hui, donc ça s'exprime par le développement donc, de la maison d'édition. Dans la partie in situ, dans la collection in situ, nous, on s'applique à transmettre et à partager cette idée-là, cette posture-là, avec d'autres personnes qui n'ont pas forcément l'habitude d'écrire comme nous. Et avec les deux autres collections, là, l'idée, c'est de le faire sur un temps long, donc avec des auteurs uniques, et d'avoir une espèce d'échange privilégié avec eux. Et après, ça s'exprime aussi avec Ouida, qui est notre duo, encore à Michel et moi, parce qu'on fait tout ensemble. Oui. Voilà. Et où on écrit des textes et on compose des musiques pour créer un spectacle d'une 50aine de minutes. Là, le dernier qu'on a fait, il s'intitule Mémoire amère et il questionne la mémoire de l'humanité de sa création à aujourd'hui et aussi dans la façon dont on envisage l'avenir. Là, c'est la version courte, mais on a passé 6 semaines à faire des recherches très approfondies et bien intenses Ouais. sur la question de la mémoire, sur ce qu'était la mémoire, pour ensuite se consacrer à Mémoire individuelle, mémoire collective, mémoire du futur. Pour ensuite en créer un spectacle poétique. Donc c'est au croisement de la poésie et du métal. Et c'est soutenu par une troisième voie qui est celle de la vidéo. Voilà, donc je pense que on a tout. Ouais. Après tout ce que je fais et comment ça se... Donc vos perspectives d'avenir en dehors du Buvard, ce serait plutôt de développer votre groupe Ouais. ensemble, Ouais. tous les deux. C'est un des trucs, Ouida. ouais. C'est un des trucs qu'on développer fait. Ouida, peut-être continuer d'écrire pour Michel, moi continuer de dessiner. Ouais, moi j'aimerais bien pouvoir avoir une petite année là, où je pourrais écrire un peu. Et, du coup, pour clôturer, où est-ce qu'on pourra vous retrouver prochainement dans la région? Dans la région, ça va prendre un petit moment encore. Peut-être l'année prochaine, on est en train de discuter. Bah, avec- là, on est là jusqu'à la fin de la semaine. Ouais, je sais pas quand c'est pour diffusion, mais on est à l'ESSAD donc jusqu'au 30, 29, 30, je sais plus. 30 novembre 30 novembre, 2019. ouais. Et après, on part en Bretagne jusqu'aux fêtes. Pour le marché de Léon, c'est ça? Pour les marchés, on fait plusieurs marchés dont le marché de Léon. Et là, après, là, en ce moment, on est en train de discuter aussi avec pas mal de monde pour voir un peu l'année prochaine. On aimerait bien revenir dans le coin, mais un peu plus longtemps, qu'au lieu d'être là que 2 semaines, peut-être être là 3 semaines ou 1 mois, à faire plus de choses que des ateliers. Peut-être jouer avec Ouida, etc. Ça marche. Ben, merci à vous deux. Et du coup, c'était l'interview du Buvard par la Zelle Radio. Merci. Merci.